développement du journal. Joseph Jout a été officiellement nommé ce lundi Premier ministre par le président Jovenel Moïse. Au niveau de la classe politique, les avis divergent concernant cette nomination. Les dirigeants de Maché Contré du bloc patriotique et d'Inifos, qui avaient pris part aux discussions qui ne sont pas abouties, parlent d'un choix unilatéral qui risque de provoquer une aggravation de la crise. En revanche, le président du consortium national des partis politiques haïtiens, Jean-Tel Joseph, félicite le président Jovenel Moïse pour ce choix. Il présente Joseph Jout comme un technicien qui a la capacité d'aider à résoudre la crise. C'est via un tweet que le président Jovenel Moïse a informé la nation du choix de Joseph Jout comme Premier ministre, appelant ce dernier à former dans les meilleurs délais un gouvernement d'ouverture et de consensus capable de répondre aux urgences de l'heure. Les autorités haïtiennes tentent de rassurer la population face à l'épidémie du coronavirus qui frappe à nos portes avec la découverte d'un cas en République dominicaine. Le président de la République, Premier ministre sortant et ministre de la Santé notamment, rappelle avoir pris un ensemble de dispositions pour empêcher l'introduction de la maladie dans le pays. Ils informent que tous ceux qui entrent sur le territoire national, notamment via les ports, aéroports et les 5 points de passage officiels avec la République dominicaine seront tous soumis à des tests. La ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, a fait état également de 200 lits disponibles dans des hôpitaux publics et privés à travers le pays pour accueillir d'éventuels patients. Elle s'est cependant gardée de révéler les noms de ces centres hospitaliers pour des raisons de sécurité. Suivez. Officiel et plus de 200. L'autre qui n'est pas officieux. De toute façon, au niveau des points d'entrée officiels, actuellement, même ça que nous avons fait dans l'aéroport, nous faisons par exemple au niveau de Wanamet, nous faisons au niveau du poste d'immigration, même bagaille la fait Malpasse, et ainsi de suite, Belader, pour que ces 5 points au moins soient couverts. Maintenant, effectivement, il y a un problème pour l'autre monio, pour l'autre 200 points qui sont officieux, mais nous travaillons sur eux. Nous sommes justement en train de discuter avec les autres partenaires qui étaient là pour nous voir comment nous sommes capables de couvrir 200 et plus points qui ne sont pas officieux. Okay. Maintenant, la deuxième chose, nous gagnons pour raison de sécurité et pour patients avec pour l'hôpital, nous pas bail non l'hôpital qui côté n'a recevoir mon mais nous gagnons à peu près 200 lits qui sont disponibles. Nous sommes capables de dire entre le département de l'Ouest, le département du Centre et d'autres départements, nous gagnons 200 lits qui sont disponibles si tu as un cas aujourd'hui, mais pour raison de sécurité, pour l'hôpital n'est pas crasé, pour pas de problème côté n'a mettre patients, nous préférons pas citer non, mais au niveau de tous les départements, nous gagnons des lits qui sont disponibles pour nous capables d'isoler, pour nous capables de prendre en charge cas qui t'a venu au niveau de pays. Maintenant, au fur et à mesure, si nous avons un cas que que nous obligons de mettre l'Islande dehors, on a mis. Mais pour le moment, je suis content de me dire que nous gagnons plus de 200 lits au niveau de différents hôpitaux, privés et publics. Parce que il faut que nous pas oublier que le secteur santé est un et que le coronavirus c'est l'affaire de tout le monde. Donc tout le monde a mis ensemble pour nous joindre lit d'isolement dans les différents hôpitaux publics et privés. Alors que des membres du personnel de santé avaient annoncé pour ce lundi des mouvements de grève dans les hôpitaux publics pour exiger de meilleures conditions de travail, la ministre de la Santé publique affirme s'être assurée que les plus importants centres hospitaliers fonctionnent normalement aujourd'hui. Elle dit privilégier le dialogue pour arriver à une entente avec les syndicats. La ministre Marie-Greta Roy-Clément. Pour recevoir patients qui ont besoin et prise en charge si jamais le virus est arrivé en Haïti. J'ai déjà dit qu'il y a 200 lits, nous avons déjà répondu à la question. Maintenant, pour la question Fenatras, nous-mêmes au niveau santé publique, nous établissons dialogue. C'est toujours dialogue que nous avons fait avec les syndicats. Effectivement,
Il y a un problème de salaire, effectivement, salaire est bas, mais je pense que le gouvernement est conscient et a gagné pour porter une réponse très bientôt. Concernant la grève, là, avant de venir là, je toujours vérifier si tout l'hôpital a marché, tout l'hôpital est en forme. L'hôpital général, non, je réponds, nous sommes toujours vérifier avec les grands centres hospitaliers chaque jour. Nous toujours vérifier, une structure qui a vérifié, nous vérifier tout l'hôpital est fonctionnel. Le gouvernement japonais et l'UNICEF ont procédé ce lundi à la signature d'un accord au profit de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA pour la mise en œuvre de projets de prévention et d'élimination du choléra, notamment dans le plateau central, l'Ouest et l'Artibonite. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'UNICEF à Debussy. L'ambassadeur du Japon en Haïti, Mizuno Mitsuaki, informe que ce projet est financé à hauteur de 3 400 000 $ américains par son pays. Écoutez les déclarations de l'ambassadeur Mizuno Mitsuaki. Le gouvernement du Japon mettra à la disposition de l'UNICEF à titre de don un montant total de 381 millions de yens japonais, soit environ 3 400 000 $ américains, qui vise à améliorer l'accès équitable et durable à l'eau potable et l'assainissement, ainsi que l'éducation sur l'hygiène pour les enfants, les femmes et les familles les plus vulnérables dans les localités à risque de recrudescence de cas de choléra. Tout d'abord, je voudrais saluer l'engagement de l'UNICEF vis-à-vis d'Haïti dans l'accompagnement des communautés et des institutions gouvernementales et locales dans le secteur de la santé, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Je voudrais également saluer la présence du ministère de la Santé publique et de la population ainsi que la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA, étant les principales institutions gouvernementales très impliquées dans la lutte contre le choléra en Haïti. Je crois qu'il est important de continuer à promouvoir cette synergie entre les partenaires internationaux et les autorités haïtiennes en but de consolider les résultats jusque-là acquis tendant vers l'élimination du choléra. Le Japon, en effet, est très content d'avoir contribué à plusieurs reprises aux efforts visant à endiguer la propagation du choléra. Le coordonnateur général de la DINEPA, Jean-Robert Gay, qui a pris la parole au nom du directeur général, s'est réjoui du soutien du gouvernement japonais dans la lutte en faveur de la prévention et l'élimination de l'épidémie du choléra en Haïti. La représentante de l'UNICEF en Haïti, Maria Luisa Fornara, a, elle aussi, remercié le peuple japonais ainsi que tous les partenaires humanitaires actifs dans la surveillance du choléra. Écoutez tour à tour les déclarations de Jean-Robert Gay et de Maria Luisa Fornara. Au total, 28 314 personnes, soit environ 11 600 enfants, ont eu un accès durable à des sources d'eau améliorées et 32 570 personnes, dont environ 13 350 personnes, ont reçu, n'est-ce pas vrai, des messages d'hygiène. Deuxième résultat, la promotion de la population du département du Centre utilisant de l'eau améliorée et de l'eau traitée pour boire est passée de 35% contre 46% en 2012. La proportion des personnes ayant un système d'assainissement amélioré a atteint aussi 66%, tandis que la moyenne nationale est de 34% pour les communautés rurales. Résultat D, WASH communautaire dans les 20 localités saines, au moins 80% des 50 000 personnes ciblées dans les départements du centre ont eu accès à des services WASH améliorés et sont en mesure d'assurer la gestion durable de leur installation. Résultat 3, WASH dans 20 écoles, 6 000 élèves
dans 20 écoles, dont 300 élèves en moyenne par école ont accès à des installations sanitaires améliorées dans 20 communautés touchées dans les communes ciblées. Ce don du peuple japonais rentre dans le cadre du projet de prévention et d'élimination du choléra. Ainsi, le Japon continue d'être l'un des plus grands bailleurs de la lutte contre l'épidémie en Haïti. Avec ce don, l'UNICEF pourra soutenir l'État haïtien à maintenir les acquis de près de 10 ans de lutte contre le choléra. Et nous allons donc continuer à soutenir le gouvernement haïtien, à renforcer le système de surveillance, à améliorer la sensibilisation sur l'eau et l'assainissement au niveau communautaire pour éviter tout nouveau cas de choléra dans le pays. Cette contribution permettra aussi d'améliorer et d'accroître la sensibilisation à la population vis-à-vis des bonnes pratiques qui protègent du choléra. L'objectif principal de ce don est de contribuer à la survie des familles, en particulier les familles les plus vulnérables en Haïti, par la réduction de la morbidité et la mortalité dues aux maladies liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Et ce projet aura lieu de 2020 à 2022. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a procédé ce lundi au lancement du plan de réponse humanitaire révisé pour 2020. Il s'agit de sensibiliser les bailleurs de fonds afin de mobiliser 253 millions de dollars en vue d'apporter une assistance humanitaire à 2,1 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté, selon le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en Haïti, Bruno Le Marquis. Quant à la mobilisation de cette somme, Monsieur Le Marquis semble n'être pas confiant. Cependant, il promet de faire le nécessaire auprès des bailleurs étrangers qui semblent n'être pas sensibles à la situation en Haïti, rappelant que seulement 44,1 millions de dollars ont été collectés l'année dernière, alors que les besoins s'estimaient à 126 millions de dollars. Les précisions de Bruno Le Marquis. Malheureusement, l'évolution de la situation dans le pays, que vous connaissez très bien, et mieux que moi puisque je viens d'arriver il y a quelques semaines, et notamment la crise économique, sociale et politique qu'Haïti a traversée tout au long de l'année 2019 et qui a entraîné de graves conséquences en termes de sécurité, d'accès aux services, d'accès aux écoles, d'accès au système de santé, de circulation des personnes et des biens, de fonctionnement du marché, etc., nous a amené à revoir de manière très significative, très importante, cette évaluation des besoins. Pour l'année 2020, quelques 4,6 millions de personnes, comme vous allez l'entendre souvent ce matin, soit plus de 40% de la population haïtienne, auront besoin d'une assistance d'urgence, soit une augmentation de 80% par rapport à l'année précédente. C'est un chiffre énorme. C'est une proportion considérable et une situation qui appelle notre attention pleine et entière. Parmi ces 4,6 millions de personnes, le plan révisé présenté aujourd'hui vise à apporter une aide d'urgence aux plus vulnérables, 2,1 millions de personnes. La stratégie de réponse qui vous est présentée aujourd'hui vise en premier lieu à sauver des vies. On en est là, sauver des vies, et à répondre aux besoins les plus pressants des populations les plus vulnérables. Le document mis à jour se concentre particulièrement sur la réponse liée au niveau extrêmement inquiétant d'insécurité alimentaire. Il y a dans le système de classification ce qu'on appelle IPC, ce qui s'appelle le cadre intégré de classification de sécurité alimentaire, qui est l'échelle sur la base de laquelle on évalue les besoins de sécurité alimentaire. Il y a 5 échelles, 5 niveaux. Il y a 4,1 millions de personnes qui sont dans les catégories 3 et 4, qui sont les plus élevées. Au-delà de 4, ça s'appelle la famine, qui est très très rarement déclarée dans le monde. Donc il y a de nombreuses personnes qui tombent dans cette catégorie 4 en Haïti actuellement.
Haïti, crise politique, sociale, économique et crise de citoyenneté, c'est autour de ce thème que s'est déroulée ce lundi une conférence débat à l'auditorium de l'Université Quisqueya à Turgeau. Une initiative des responsables de l'Union nationale des normaliens haïtiens qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 29e anniversaire de ce syndicat d'enseignants. Dans leurs exposés, les intervenants Jackie Lumarc, Georges-Eddy Lucien, Frédéric Gérald Chéry et Josué Mérilien ont mis l'accent sur la nécessité de respecter et de faire respecter les droits des citoyens au regard de la Constitution de la République. Cette conférence débat qui s'est tenue à l'auditorium de l'Université Quisqueya déroulée autour du thème Haïti, crise politique, sociale, économique et crise de citoyenneté s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 29e anniversaire de l'Union nationale des normaliens haïtiens. Les policiers pourront désormais avoir accès aux différents services offerts par l'ONA grâce au programme ONAPOLIS lancé ce lundi à Port-au-Prince. Les intéressés peuvent s'inscrire volontairement à ce programme à partir de ce mardi dans les différents bureaux de l'ONA à travers le pays. Ils auront à verser 6% de leur salaire à l'Office national d'assurance vieillesse alors que l'État s'est engagé à verser une contrepartie de 6%. Le porte-parole de la PNH, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, se réjouit de cette initiative qui sera très profitable aux policiers. Il informe que des séances de formation seront organisées à l'intention des intéressés par des cadres de l'ONA. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.